Signe tout, tu n'auras rien. Isabelle a prononcé ces mots sans lever les yeux de son téléphone, comme on commande un café au comptoir, comme on annonce la météo du lendemain, 37 ans de mariage, 2 enfants, une vie entière construite ensemble. Et voilà comment elle résumait notre histoire. Signe tout, tu n'auras rien. J'ai signé, sans un mot, sans protestation. J'ai pris le stylo qu'elle me tendait, j'ai apposé ma signature sur chaque page qu'elle glissait devant moi. Et je n'ai pas prononcé une seule syllabe. Elle souriait, ce sourire que je connaissais si bien, celui qu'elle réservait aux victoires qu'elle estimait méritées. Elle pensait avoir gagné. 20 minutes plus tard, le juge a ouvert mon enveloppe. Il a lu les documents à l'intérieur. Et il a ordonné l'arrestation immédiate de mon ex-femme. Je m'appelle Serge Bonnard. J'ai 60 ans. Aujourd'hui, je vis seul dans un petit appartement en périphérie de Lyon, avec vue sur un parking et le bruit des trains qui passent la nuit. Ce n'est pas grand-chose. 2 pièces, une cuisine, où je peux à peine me retourner, un balcon juste assez large pour y poser une chaise. Mais c'est chez moi, vraiment chez moi. Pour la première fois depuis des décennies, je me réveille le matin sans cette boule dans l'estomac, sans cette sensation de marcher sur des œufs dans ma propre maison. Il m'a fallu 37 ans pour comprendre que la femme avec qui je partageais mon lit me considérait comme un outil, un instrument utile tant qu'il rapportait de l'argent et ne posait pas de questions. Et quand l'outil est devenu vieux, quand il a pris sa retraite et n'a plus eu la même utilité, elle a décidé de s'en débarrasser. Mais elle a fait une erreur. Elle a oublié que les outils, parfois, ont une mémoire et que les contrôleurs financiers, même à la retraite, savent encore lire entre les lignes. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, comment un homme ordinaire, un père de famille, un mari dévoué pendant près de 4 décennies, s'est retrouvé seul face à sa propre famille, trahi par ceux qu'il aimait le plus, et comment il a trouvé, au fond de lui-même, la force de se relever. Tout a commencé un mardi de novembre, 3 mois après mon départ en retraite. J'avais travaillé pendant 35 ans comme contrôleur financier pour une entreprise de matériaux de construction dans la banlieue lyonnaise. Ce n'était pas un travail glamour. Personne ne fait de film sur les contrôleurs financiers, mais c'était honnête, stable, et ça payait les factures. Pendant 35 ans, je me suis levé à 6 heures du matin. J'ai pris le même bus, j'ai vérifié les mêmes colonnes de chiffres, j'ai détecté les mêmes types d'erreurs et de fraudes. J'étais bon dans ce que je faisais. Mes supérieurs le savaient, mes collègues me respectaient. Et quand je suis parti, ils m'ont offert une montre et un discours chaleureux devant un gâteau au chocolat. La retraite, je l'attendais avec impatience. Pas parce que je détestais mon travail, mais parce que je pensais enfin avoir du temps. Du temps pour le jardin que j'avais négligé. Du temps pour ces livres d'histoire que j'accumulais sans jamais les lire. Du temps pour mes petits-enfants, Léa et Thomas, que je ne voyais qu'aux anniversaires et à Noël. Et du temps pour Isabelle, bien sûr, ma femme, la femme que j'avais épousée quand nous avions tous les deux 23 ans, dans une petite mairie de province, avec pour seuls témoins nos parents et quelques amis fauchés comme nous. Je me souviens encore de ce jour-là. Isabelle portait une robe blanche simple, achetée en solde dans un magasin de centre-ville. Elle avait des fleurs dans les cheveux, des marguerites cueillies le matin même dans le jardin de sa mère. Elle était belle, si belle que j'avais du mal à croire qu'elle avait accepté de m'épouser, moi, le fils d'un ouvrier textile, un garçon sans fortune ni avenir brillant,
Nous n'avions rien à l'époque. Un appartement minuscule sous les toits, un matelas posé à même le sol, une table bancale où nous prenions nos repas. Mais nous avions l'amour, du moins je le croyais. Nous avions des projets, des rêves. Nous parlions des enfants que nous aurions, de la maison que nous achèterions un jour, des voyages que nous ferions quand nous serions vieux. Ces souvenirs me hantaient maintenant. Où était passée la jeune femme aux marguerites dans les cheveux? Comment était-elle devenue cette étrangère froide qui me regardait avec mépris? Ce mardi de novembre, je rentrais du marché avec un sac de légumes. J'avais décidé de préparer un pot-au-feu, comme le faisait ma mère. Le temps s'y prêtait, un ciel gris, une bruine fine, le genre de journée qui appelle les plats mijotés et la chaleur du foyer. En ouvrant la porte, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Isabelle était assise dans le salon, ce qui était inhabituel à cette heure. D'ordinaire, elle était chez sa sœur, ou à son cours de yoga ou Dieu sait où. Elle passait rarement ses journées à la maison. Elle n'était pas seule. Son frère Gérard était là, installé dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre. Gérard est notaire. Il a toujours eu cette façon de vous regarder comme si vous étiez un contrat à lire en diagonale. Même aux réunions de famille, même aux anniversaires des enfants. Il gardait cette distance professionnelle, ce sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Sur la table basse, il y avait des documents, beaucoup de documents, des papiers à en-tête, des formulaires officiels, des pages et des pages couvertes de textes juridiques. « Serge », a dit Isabelle sans se lever, « assieds-toi, nous devons parler. » J'ai posé mon sac de légumes dans l'entrée. Le pot-au-feu attendrait. Je me suis assis sur le canapé, face à eux, et j'ai attendu. Ce qu'elle m'a annoncé ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Pas à cause de la douleur, même si la douleur était là, immense, écrasante. Non, je ne l'oublierai pas à cause de la façon dont elle l'a dit. Avec calme, avec méthode, comme si elle récitait une liste de courses. Elle voulait divorcer après 37 ans. Elle estimait avoir donné assez et vouloir vivre sa propre vie, pendant qu'il lui restait du temps. Elle avait consulté un avocat. Gérard avait préparé les documents, et elle avait des demandes très précises concernant le partage des biens. Ces demandes, c'était simple. Elle voulait tout. La maison que nous avions achetée ensemble il y a 28 ans, celle où nous avions élevé nos enfants, où j'avais planté le cerisier dans le jardin et refait la toiture de mes propres mains. Les économies que j'avais accumulées pendant 35 ans de travail, ma part de la pension de retraite, tout. Et sur quelle base juridique, ai-je demandé, la voix étrangement calme alors que mon cœur battait à tout rompre. Gérard a pris la parole, avec ce ton condescendant qu'il réservait aux gens qu'il considérait comme moins intelligents que lui, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Isabelle invoque le préjudice moral, a-t-il expliqué. Pendant toutes ces années, tu as été un mari émotionnellement absent. Tu travaillais, tu rentrais, tu te couchais. Tu n'as jamais vraiment participé à la vie du foyer. Isabelle a sacrifié sa carrière pour élever vos enfants et maintenir cette maison. Elle mérite une compensation. J'ai failli rire, émotionnellement absent. Moi qui avais passé 35 ans à me lever avant l'aube pour que ma famille en ne manque de rien. Moi qui avais renoncé à mes propres rêves, à mes propres ambitions, pour assurer la stabilité de notre foyer. Moi qui avais été présente à chaque récital de piano de Sophie, à chaque match de football de Marc, à chaque réunion parents-professeurs, à chaque maladie, à chaque cauchemar d'enfant. Émotionnellement absent. C'est ce que tu penses vraiment, Isabelle? Ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux.
Elle n'a pas scié. C'est ce que je ressens, Serge. Et mes sentiments sont valides. Ces sentiments étaient valides. 37 ans de mariage, et voilà où nous en étions. Ces sentiments étaient valides, et les miens n'existaient apparemment pas. Ce soir-là, j'ai dormi dans la chambre d'Amy. Pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de m'allonger à côté d'elle, de respirer son parfum, de sentir sa chaleur à quelques centimètres de moi, alors qu'elle venait de me poignarder en plein cœur. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar éveillé. Isabelle continuait à vivre dans la maison comme si de rien n'était. Elle préparait ses repas, regardait ses émissions, parlait au téléphone avec ses amis, et moi, j'errais comme un fantôme dans ma propre maison, évitant les pièces où elle se trouvait, mangeant quand elle avait fini, me couchant quand elle dormait déjà. Le plus douloureux, ce n'était pas son indifférence, c'était la réaction de nos enfants. Marc a appelé le premier, 3 jours après l'annonce. Marc a 42 ans aujourd'hui. Il est ingénieur à Grenoble, marié, père de Léa et Thomas. C'était un petit garçon sérieux, qui est devenu un homme sérieux, le genre qui pèse ses mots et réfléchit avant de parler. Quand j'ai décroché le téléphone, j'ai espéré, stupidement peut-être, qu'il appelait pour me soutenir. « Papa, a-t-il dit, j'ai parlé avec maman. Je pense que tu devrais accepter ces conditions. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Tu penses que je devrais accepter? Elle a besoin de tourner la page, papa. Vous êtes ensemble depuis si longtemps. Peut-être que c'est mieux pour tout le monde. Et ma version des choses, tu ne veux pas l'entendre? » Il y a eu un silence. Puis, « Papa, je ne veux pas être au milieu de tout ça. Vous êtes adulte, réglez ça entre vous. Mais si tu pouvais juste ne pas compliquer les choses. Pour nous tous, ne pas compliquer les choses. » Mon propre fils me demandait de me laisser dépouiller sans protester, pour ne pas compliquer les choses. J'ai raccroché, et je suis resté longtemps, assis dans la chambre d'Amy, le téléphone serré dans ma main. La trahison d'Isabelle était une chose. Elle avait ses raisons, aussi égoïstes et cruelles soient-elles. Mais la trahison de Marc, de mon propre fils, c'était autre chose. Une douleur plus profonde, plus insidieuse. Je repensais à toutes ces années où je m'étais levé avant l'aube pour lui offrir une vie meilleure que la mienne. Toutes ces heures supplémentaires que j'avais acceptées pour payer ses études d'ingénieur. Ces week-ends où j'aurais voulu me reposer, mais où je l'emmenais à ses matchs de football, où je réparais sa voiture, où je l'aidais à déménager dans son premier appartement. Et maintenant, quand j'avais besoin de lui, il me demandait de ne pas compliquer les choses. L'appel de Sophie est venu le lendemain. Sophie a 38 ans. Elle vit à Paris, travaille dans la communication et ressemble tellement à sa mère que parfois, quand je la regarde, j'ai l'impression de voir Isabelle, à 25 ans. Elle n'a pas pris de gants. Ma maman m'a tout raconté, a-t-elle dit d'emblée. Papa, tu ne peux pas lui faire ça. Lui faire quoi, exactement? La forcer à se battre pour ce qui lui revient. Elle a donné sa vie pour cette famille. Elle mérite d'être protégée. Et moi, ai-je demandé? Je n'ai rien donné, peut-être. Sophie a soupiré, ce soupir exaspéré qu'elle a hérité de sa mère. Papa, ce n'est pas un concours. Mais maman a sacrifié sa carrière. Elle aurait pu faire tellement de choses, et elle est restée à la maison pour nous élever. J'ai raccroché peu après, incapable de continuer cette conversation. Ma propre fille, ma petite Sophie que j'avais bercée quand elle avait peur du noir, à qui j'avais appris à faire du vélo, dont j'avais séché les larmes après sa première rupture amoureuse. Elle prenait le parti de sa mère sans même écouter ma version. C'est à ce moment-là que j'ai compris
J'étais seul, vraiment seul. Ma femme voulait me prendre tout ce que j'avais. Mes enfants pensaient que c'était normal. Et personne, absolument personne, ne se demandait ce que je ressentais. La semaine suivante, les choses se sont accélérées. Gérard, le frère notaire, avait des contacts partout. Il connaissait des avocats, des juges, des huissiers. En quelques jours, mes comptes bancaires ont été gelés en attendant le règlement du divorce. Je n'avais plus accès à mes propres économies. Quand j'ai voulu retirer de l'argent pour payer mes courses, ma carte a été refusée. J'ai dû demander de l'argent à Isabelle. Demander. Comme un enfant qui réclame son argent de poche. Elle m'a tendu un billet de 50 € avec un sourire qui ressemblait à de la pitié. « Fais attention à ce que tu dépenses », a-t-elle dit. Ce n'est pas illimité. Ce n'est pas illimité. Mon propre argent, l'argent que j'avais gagné pendant 35 ans de travail. Les voisins ont commencé à me regarder différemment. Les Dumas, à côté, qui venaient toujours emprunter notre tondeuse et nous invitaient à leur barbecue d'été, ne me saluaient plus quand je sortais chercher le courrier. Madame Ferrier, de l'autre côté de la rue, traversait pour éviter de me croiser. Isabelle avait dû parler, raconter sa version, celle du mari froid et distant qui avait gâché sa vie. Même le boulanger, chez qui j'achetais mon pain depuis 20 ans, me regardait avec une gêne mal dissimulée. Un matin, alors que je tendais ma monnaie pour payer ma baguette, j'ai entendu 2 femmes chuchoter derrière moi. « C'est lui », disait l'une, le mari d'Isabelle. Il paraît qu'il ne lui a jamais dit un mot gentil en 30 ans. « Mon Dieu », répondait l'autre. « Pauvre femme, elle mérite tellement mieux. » J'ai serré les dents, et je suis sorti sans me retourner. La baguette dans ma main me semblait peser 1 tonne. 37 ans de mariage, et voilà ce que les gens retenaient, les mensonges d'Isabelle. Le plus douloureux, c'était l'Église. Isabelle et moi avions été membres de la paroisse Saint-Pierre, depuis notre emménagement dans le quartier. Nous y avions fait baptiser nos enfants. Nous avions assisté à des centaines de messes, participé aux fêtes de Noël et de Pâques. Le père Martin nous connaissait depuis des décennies. Un dimanche, j'ai voulu aller à la messe, par habitude, peut-être, ou par besoin de trouver un peu de réconfort. Quand je me suis assis sur mon banc habituel, j'ai senti les regards se poser sur moi. Des regards de jugement, de reproche. Isabelle était assise 3 rangées devant, entourée de ses amis du groupe paroissial. Elle ne s'est pas retournée, mais je savais qu'elle m'avait vu entrer. À la fin de la messe, le père Martin m'a pris à part. « Serge, » m'a-t-il dit avec une compassion qui sonnait faux, « je prie pour toi et Isabelle. Le divorce est une épreuve terrible, mais peut-être devrais-tu réfléchir à ce que tu pourrais faire pour arranger les choses. » Je l'ai regardé sans rien dire. Cet homme qui m'avait donné la communion pendant des années, qui avait béni mes enfants, me demandait de m'excuser, de faire des efforts, comme si tout était ma faute. Je ne suis plus retourné à l'église après ce jour-là. Un soir, environ 2 semaines après l'annonce, j'ai craqué. J'étais dans la chambre d'amis, assis sur le lit, à fixer le mur, et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis l'enterrement de mon père, 15 ans plus tôt, j'ai pleuré, de grosses larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues et tombaient sur mes mains jointes. Je pleurais sur mon mariage, sur mes enfants qui m'avaient abandonné, sur cette vie que je pensais avoir, construite et qui s'effondrait comme un château de cartes. C'est dans cet état que mon téléphone a sonné. Un numéro que je n'avais pas appelé depuis longtemps. René Marchetti, un ancien collègue. Nous avions travaillé ensemble pendant 15 ans, non.
avant qu'il ne parte pour un cabinet d'audit à Marseille. On s'envoyait des vœux à Noël, parfois un message pour les anniversaires, mais rien de plus. Serge, a-t-il dit, je viens d'apprendre pour toi. Et Isabelle, comment tu vas? J'ai failli raccrocher. Je n'avais pas envie de parler, pas envie d'expliquer, pas envie d'entendre encore quelqu'un me dire de ne pas compliquer les choses. Pas fort, ai-je fini par admettre. Pas fort du tout. René a hésité. J'ai entendu sa respiration dans le combiné, comme s'il cherchait ses mots. Écoute, Serge, je ne sais pas comment te dire ça, mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. Sur Isabelle. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Elle a quelqu'un d'autre? Non, ce n'est pas ça. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est pire, je crois. René travaillait maintenant pour un cabinet qui effectuait des audits pour l'administration fiscale. Il avait accès à des informations, des dossiers, des données confidentielles. Et lors d'une vérification de routine, quelques mois plus tôt, il était tombé sur quelque chose qui l'avait fait tiquer. Ta femme, Serge, elle a des sociétés, plusieurs sociétés, des SCI, des SARL, des holdings, tout un réseau. Je n'ai pas compris tout de suite. Isabelle, des sociétés, elle qui n'avait jamais travaillé, qui disait ne rien comprendre aux chiffres, qui me laissait gérer toutes nos finances. Je ne comprends pas, ai-je dit. Ces sociétés, elles brassent de l'argent, beaucoup d'argent, des revenus locatifs, des plus-values immobilières, des dividendes. Et rien de tout ça n'est déclaré correctement. On parle de plusieurs millions d'euros sur les 15 dernières années. Minimum. Plusieurs millions. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Tu es sûr de ce que tu avances? René a soupiré. Je n'aurais pas dû te le dire. C'est confidentiel. Si quelqu'un apprend que je t'ai parlé, je perds mon emploi. Mais Serge, on a travaillé ensemble pendant 15 ans. Tu es un homme bien. Et ce qu'elle te fait, ce n'est pas juste. Tu mérites de savoir à qui tu as affaire. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps immobile dans le noir. Plusieurs millions d'euros. Pendant que je comptais chaque centime, pendant que je refusais de m'acheter un nouveau manteau, parce que l'ancien pouvait encore faire une saison, pendant que je me privais pour mettre de l'argent de côté, Isabelle construisait un empire secret. Un empire bâti sur la fraude fiscale. Et maintenant, elle voulait me prendre le peu que j'avais légitimement gagné. Elle voulait me dépouiller jusqu'à l'os, tout en cachant sa propre fortune au fisc et à moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais ce n'étaient plus les larmes qui m'empêchaient de fermer les yeux. C'était autre chose, une flamme qui s'allumait au creux de mon ventre, une flamme que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. De la colère, oui, mais pas seulement, de la détermination. Isabelle pensait avoir épousé un mouton, un homme docile qui accepterait tout sans broncher. Elle avait oublié une chose. Pendant 35 ans, j'avais fait un métier qui consistait à trouver ce que les gens cachaient, à décrypter les chiffres, à suivre les pistes, à mettre au jour les fraudes les plus sophistiquées. Si elle voulait jouer à ce jeu, très bien. Mais elle allait découvrir que le vieux mouton avait encore des dents. Les jours suivants, j'ai changé de stratégie. Au lieu de me morfondre, au lieu de me battre ouvertement, j'ai décidé de jouer le rôle qu'Isabelle attendait de moi. Le mari vaincu, résigné, prêt à tout accepter pour avoir la paix. Je lui ai dit que j'acceptais ses conditions, que je signerais les papiers, que je ne voulais pas de conflit. Son sourire, ce jour-là, était celui d'un chat qui a attrapé une souris. Très bien, Serge, c'est la bonne décision.
Pour tout le monde, elle a baissé sa garde. C'était exactement ce que je voulais. Pendant qu'elle pensait avoir gagné, j'ai commencé mes recherches. Discrètement, méthodiquement, comme je l'avais fait des milliers de fois dans mon travail. René m'avait donné des noms de sociétés, des indices. À partir de là, j'ai tiré les fils. Le matin, pendant qu'Isabelle faisait son yoga ou voyait ses amis, je me rendais à la bibliothèque municipale. J'y avais accès aux archives en ligne, aux registres du commerce, aux publications légales. Je notais tout dans un petit carnet que je gardais toujours sur moi. Les sociétés d'Isabelle étaient bien cachées. Elle avait utilisé des prête-noms, des adresses de domiciliation, des montages complexes, mais pas assez complexes pour quelqu'un qui avait passé sa vie à démêler ce genre d'écheveau. La bibliothèque municipale est devenue mon quartier général. Chaque matin, dès 9 heures, je m'installais à une table dans le coin documentation, loin des regards, entouré de mes notes et de mes impressions. La bibliothécaire, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, attachés en chignon, me regardait avec curiosité au début. Puis, au fil des jours, elle s'est habituée à ma présence. Elle m'apportait parfois un café quand la machine était disponible. Nous n'échangions que quelques mots, mais sa gentillesse discrète me réchauffait le cœur. Je suivais les pistes méthodiquement, comme je l'avais fait pendant 35 ans dans mon travail. Une société en appelait une autre. Un nom de prête-nom apparaissait dans plusieurs documents. Une adresse revenait encore et encore. Chaque indice me menait à un autre. Et peu à peu, le puzzle se reconstituait. J'ai appris des choses sur ma femme que je n'aurais jamais imaginées. Elle avait commencé ses magouilles bien avant que je ne prenne ma retraite. La première société datait de presque 20 ans. 20 ans pendant lesquels elle avait joué la comédie de la femme au foyer dévouée, alors qu'en réalité, elle bâtissait un empire financier dans mon dos. J'ai découvert 6 sociétés en tout, 4 SCI, qui possédaient des appartements à Lyon, Marseille et Paris. Une SARL qui gérait des locations saisonnières et une holding basée au Luxembourg qui chapeautait le tout, toutes créées progressivement au cours des 15 dernières années, toutes avec Isabelle comme bénéficiaire effective, dissimulée derrière des structures opaques. Les revenus locatifs seuls représentaient plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Les plus-values sur les reventes d'appartements, encore plus. Et rien de tout cela n'apparaissait dans nos déclarations de revenus communes. Rien. Je savais maintenant pourquoi Isabelle tenait tant à ce divorce. Ce n'était pas juste pour me punir d'avoir été un mari absent. C'était pour se débarrasser de moi, avant que je ne découvre la vérité. Un mari divorcé ne peut pas être tenu responsable des fraudes de son ex-femme. Et si elle obtenait tout dans le divorce, elle pourrait continuer son petit commerce sans avoir à partager avec personne. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Cette expression m'est venue à l'esprit un soir, alors que je compilais mes notes. Isabelle voulait tout, ma part légitime et sa fortune cachée. Elle voulait me dépouiller, tout en gardant ses millions à l'abri. Mais elle avait fait une erreur, plusieurs erreurs, en fait. Des documents qu'elle avait laissés traîner au fil des ans, pensant que je ne m'y intéresserais jamais. Des relevés bancaires que j'avais classés sans les regarder. Des courriers de notaire que j'avais rangés dans notre armoire à dossiers. Un soir, profitant de son absence à son cours de bridge, j'ai fouillé notre bureau commun. J'y ai trouvé une mine d'or, des contrats de vente, des actes notariés, des relevés de comptes suisses. Tout était là, soigneusement rangé dans une boîte en carton au fond d'un tiroir qu'elle pensait verrouillé. La clé était dans son sac à main,
Mais j'avais gardé un double depuis des années, au cas où. J'ai tout photocopié, chaque page, chaque document, chaque preuve. Puis j'ai remis les originaux exactement où je les avais trouvés. Isabelle n'a rien remarqué. Pendant ce temps, elle continuait à préparer son offensive judiciaire. Gérard venait régulièrement à la maison pour des réunions de stratégie. Je les entendais parfois discuter dans le salon, leurs voix étouffées par la porte fermée. Ils parlaient d'expertise psychiatrique, de témoignages de voisins, de moyens de me faire passer pour un homme instable, voire dangereux. Un jour, j'ai surpris une conversation qui m'a glacé le sang. « S'il refuse de signer, disait Gérard, on peut toujours lancer une procédure de mise sous tutelle. À son âge, après le choc du divorce, il ne serait pas difficile de trouver un médecin complaisant pour certifier qu'il n'est plus capable de gérer ses affaires. Une mise sous tutelle. Il voulait me faire déclarer incapable, me voler non seulement mes biens, mais aussi ma liberté, ma dignité, mon droit de décider pour moi-même. « Ne t'inquiète pas, » a répondu Isabelle. « Il va signer. Il n'a pas le courage de se battre. Il n'a jamais eu de courage pour rien. » Ces mots m'ont fait plus mal que tout le reste. Pas le courage. 35 ans à me lever avant l'aube. 37 ans à supporter ses humeurs, ses critiques, ses silences. Et pour elle, je n'avais pas de courage. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas simplement me défendre. J'allais attaquer, mais pas de front. Non, Isabelle s'attendrait à ça et elle était préparée. J'allais utiliser sa propre arrogance contre elle. J'ai commencé à préparer mon dossier. Un dossier complet sur ses activités frauduleuses, les sociétés, les revenus cachés, les comptes offshore. Tout était là, documenté, sourcé, indiscutable. Mais je savais que le présenter moi-même ne suffirait pas. Isabelle et son frère pourraient toujours prétendre que j'avais falsifié des documents, que j'étais un mari jaloux et paranoïaque. Non, il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qui découvre ces informations, quelqu'un d'officiel, d'indiscutable, quelqu'un comme un juge. C'est là que m'est venue l'idée du stylo. J'avais lu un article, des années plus tôt, sur les stylos à encre effaçable thermosensible. Ces stylos dont l'encre disparaît quand on la chauffe ou après un certain temps d'exposition à l'air. Les banques les interdisent pour la signature de documents officiels, justement parce que les signatures peuvent s'effacer. Mais qui vérifierait le type d'encre utilisé sur un document signé en pleine audience de divorce? J'ai acheté le stylo dans une papeterie du centre-ville. Un modèle discret, qui ressemblait à n'importe quel stylo à billes ordinaires. Le vendeur m'a regardé bizarrement quand je lui ai demandé combien de temps l'encre mettait à s'effacer. Entre 48 et 72 heures, selon la température et l'humidité, a-t-il expliqué, ou immédiatement si vous appliquez de la chaleur. Parfait, ai-je pensé. Absolument parfait. J'ai acheté 3 stylos identiques, au cas où. De retour chez moi, je les ai testés. J'ai écrit mon nom sur une feuille de papier, puis j'ai attendu. Au bout de 56 heures, l'encre avait complètement disparu. La feuille était aussi vierge que si je n'avais jamais écrit dessus. J'ai passé les jours suivants à peaufiner mon plan. Il fallait que tout soit parfait. Le moindre détail comptait. L'enveloppe devait avoir l'air officiel, mais pas trop. Quelque chose qu'un homme ordinaire pourrait apporter au tribunal, pas un dossier juridique sophistiqué qui éveillerait les soupçons. Les documents à l'intérieur devaient être organisés de manière logique, claire, impossible à réfuter. J'ai numéroté chaque page
J'ai ajouté des post-it avec des explications. J'ai souligné les passages les plus incriminants. Et surtout, je devais jouer mon rôle à la perfection. L'homme vaincu, résigné, prêt à tout abandonner. Pas une seule fausse note, pas un seul regard de défi, pas un seul mot de travers. Mon plan était simple. Je signerais tous les documents que voudrait Isabelle, mais avec mon stylo spécial. En même temps, je remettrais au juge une enveloppe scellée contenant les preuves de la fraude fiscale de ma femme. Une fois l'enveloppe ouverte, le juge n'aurait pas d'autre choix que de transmettre le dossier au procureur. Et mes signatures sur les documents de renonciation, elles auraient disparu bien avant que quiconque ne songe à les vérifier. Bien sûr, ce n'était pas sans risque. Si quelqu'un remarquait quelque chose, si l'encre ne s'effaçait pas à temps, si Isabelle examinait les documents de trop près, tout pouvait s'effondrer. Mais c'était un risque calculé, le seul qui me restait. En attendant l'audience, fixée 3 semaines plus tard, j'ai continué à jouer mon rôle. Le mari vaincu, docile, résigné. Isabelle ne cachait même plus sa satisfaction. Elle parlait déjà de ce qu'elle ferait de la maison, des vacances qu'elle prendrait, de la nouvelle vie qui l'attendait. Un soir, environ une semaine avant l'audience, elle m'a annoncé quelque chose qui m'a fait comprendre à quel point elle était sûre d'elle. J'ai trouvé un acheteur pour la maison, a-t-elle dit, comme si elle annonçait qu'elle avait acheté du pain. Un couple de Parisiens. Ils proposent un bon prix. La vente se fera dès que le divorce sera prononcé. « Tu as déjà trouvé un acheteur ?» ai-je répété, stupéfait, avant même que le divorce soit finalisé. Elle a haussé les épaules. Pourquoi attendre? De toute façon, la maison sera à moi. Autant anticiper. Et où suis-je censé aller? Son regard était froid, comme la pierre. Ce n'est plus mon problème, Serge. Tu aurais dû y penser avant. Avant quoi? Avant de travailler pendant 35 ans. Avant de payer cette maison. Avant de tout sacrifier pour cette famille. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste hoché la tête et je suis retourné dans ma chambre d'exil. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur le lit de la chambre d'amis, à regarder l'enveloppe posée sur la table de chevet. Elle contenait tout, toutes les preuves, tous les documents, des années de travail méticuleux résumés en quelques dizaines de pages. Et à côté, le stylo, ce petit instrument qui allait peut-être changer ma vie. Dehors, la pluie tombait doucement, un bruit régulier, presque hypnotique, qui aurait dû m'apaiser mais qui, au contraire, accentuait mon anxiété. Chaque goutte qui frappait la fenêtre semblait compter les secondes qui me séparaient de l'audience. J'ai regardé l'heure. 3 heures du matin. Dans 6 heures, je serai au tribunal. Dans 6 heures, je saurais si mon plan allait fonctionner ou si j'allais tout perdre. Les doutes m'assaillaient. Et si ça ne marchait pas? Et si le juge refusait d'ouvrir l'enveloppe? Et si Isabelle découvrait quelque chose avant? Et si, au bout du compte, je me retrouvais non seulement ruiné, mais aussi en prison pour avoir tenté de piéger ma propre femme? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La rue était déserte, luisante de pluie sous les réverbères. Quelque part, un chien aboyait. La ville dormait, indifférente à mon angoisse. J'ai pensé à mes enfants, Marc et Sophie. Ils ne m'avaient pas reparlé depuis nos conversations désastreuses. Ils avaient choisi leur camp, et ce n'était pas le mien. Si je gagnais demain, si Isabelle était arrêtée pour fraude fiscale, est-ce qu'ils me pardonneraient? Ou est-ce qu'ils me haïraient encore plus? J'ai pensé à mon père, mort depuis 15 ans maintenant. C'était un homme simple, un ouvrier qui avait travaillé toute sa vie dans une usine textile. Il n'avait jamais eu beaucoup d'argent, jamais fait de grands voyages, jamais connu le luxe.
Mais il avait une chose qu'Isabelle ne pourrait jamais avoir, l'intégrité. Je me suis souvenu de ces mots, prononcés quelques jours avant sa mort. « Fiston, m'avait-il dit, l'honnêteté, ce n'est pas une faiblesse, c'est une arme. » L'arme de ceux qui peuvent se regarder dans le miroir chaque matin sans baisser les yeux. J'ai pris une grande inspiration. Demain, je saurai si j'étais digne de mon père. Demain, je saurai si j'avais le courage qu'Isabelle me croyait incapable d'avoir. Le matin de l'audience, le réveil a sonné à 6 heures. Je m'étais finalement assoupi vers 4 heures, d'un sommeil léger et agité, peuplé de rêves où je signais des documents qui s'envolaient par la fenêtre. Je me suis douché, rasé avec soin, et j'ai enfilé mon costume gris, le seul costume que j'avais gardé depuis mon départ à la retraite. Il était un peu large maintenant. J'avais perdu du poids ces dernières semaines, mais il ferait l'affaire. En me rasant, j'ai entaillé ma joue. Une petite coupure, presque rien, mais le sang a coulé sur le lavabo blanc. J'ai regardé cette goutte rouge, fasciné. C'était la preuve que j'étais encore vivant, que mon cœur battait encore, que malgré tout ce qu'Isabelle m'avait fait, je n'étais pas mort. J'ai collé un petit morceau de papier toilette sur la coupure et j'ai fini de me préparer. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai regardé l'homme qui me faisait face, 60 ans, des cheveux gris, presque blancs sur les tempes, des rides autour des yeux et de la bouche, creusées par des décennies de travail, et plus récemment, par des semaines d'angoisse. Un visage ordinaire, le visage d'un homme ordinaire. Mais dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la détermination, de la résolution, la conviction tranquille que j'avais raison et que la vérité finirait par éclater. J'ai pris l'enveloppe et le stylo et je les ai glissés dans la poche intérieure de ma veste. Isabelle était déjà debout quand je suis descendu. Elle portait son tailleur bleu marine, celui qu'elle réservait aux grandes occasions. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son maquillage soigné. Elle ressemblait à une avocate ou à une femme d'affaires, pas à une fraudeuse sur le point d'être démasquée. « Tu es prêt ?» a-t-elle demandé sans me regarder. « Oui » ai-je répondu. « Bien, Gérard nous retrouve au tribunal. Souviens-toi de ce qu'on a dit. Tu signes tout sans discuter, et ça sera fini rapidement. » Je sais. Elle m'a jeté un regard en coin, comme si elle cherchait une trace de résistance, un signe de rébellion. Elle n'a rien trouvé. J'avais bien appris mon rôle. Le trajet jusqu'au tribunal s'est fait en silence. Isabelle conduisait notre voiture, sa voiture maintenant, et je regardais par la fenêtre les rues familières de notre quartier défiler. Le boulanger où j'achetais le pain le dimanche matin, le parc où j'avais appris à Marc à faire du vélo, l'école où Sophie avait fait sa première rentrée, accrochée à ma main. Tout cela allait disparaître. Quelle que soit l'issue de cette journée, plus rien ne serait jamais comme avant. Le tribunal était un bâtiment imposant du XIXe siècle, avec des colonnes de pierre et des portes massives en chêne. J'y étais venu quelques fois au cours de ma vie, pour des affaires professionnelles surtout, mais jamais pour décider de mon propre destin. Gérard nous attendait devant l'entrée, flanqué d'un homme que je ne connaissais pas. Un avocat, probablement, grand, élégant, avec ce sourire satisfait des gens qui gagnent leur vie à démolir celle des autres. Maître Delorme a présenté Gérard. Il représentera Isabelle pendant l'audience. J'ai serré la main de l'avocat sans rien dire. Il m'a regardé avec une pitié condescendante,
comme on regarde un animal blessé qu'on s'apprête à achever. « Monsieur Bonnard, a-t-il dit, je comprends que cette situation soit difficile, mais croyez-moi, il vaut mieux pour tout le monde que cela se passe rapidement et sans acrimonie. » J'ai hoché la tête. À l'intérieur, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il devait l'entendre. Nous sommes entrés dans le tribunal et nous avons attendu dans le couloir. D'autres couples attendaient aussi, chacun plongé dans sa propre tragédie, des visages fermés, des regards qui s'évitaient, des avocats qui chuchotaient des conseils à leurs clients, l'antichambre de la fin des amours. J'ai vu Marc et Sophie arriver ensemble. Ils se sont dirigés vers leur mère, l'ont embrassée, lui ont murmuré des mots d'encouragement. Puis ils se sont tournés vers moi et m'ont fait un signe de tête distant. Pas d'embrassade, pas de mots, juste un signe de tête, comme on salue un vague connaissance. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'ai rien laissé paraître. Pas maintenant. Je ne pouvais pas me permettre de montrer ma faiblesse. Pas maintenant. L'attente a duré une éternité, 1 heure, peut-être plus. J'ai regardé les autres couples entrer et sortir de la salle d'audience, certains en larmes, d'autres soulagés, tous marqués par ce qu'ils venaient de vivre. Enfin, notre nom a été appelé. Affaire Bonnard contre Bonnard. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Des rangées de bancs en bois, un bureau surélevé pour le juge, 2 tables pour les parties. Pas de jury, pas de public hormis les membres de la famille. C'était presque intime, cette mise à mort d'un mariage. L'odeur de vieux papier et de cire flottait dans l'air, mêlée à celle du café froid que quelqu'un avait oublié sur un rebord de fenêtre. Les murs étaient couverts de boiseries sombres, patinées par des décennies de drames humains. Combien de couples s'étaient assis là où je me trouvais? Combien de vies avaient été défaites entre ces murs? J'ai pris place sur le banc qui m'était assigné, seul. De l'autre côté de l'allée, Isabelle s'installait avec son avocat. Elle ne m'a pas regardé. Elle fixait droit devant elle, le menton haut, comme une reine attendant son couronnement. Marc et Sophie se sont assis derrière elle. Ma propre fille portait le foulard que je lui avais offert pour ses 30 ans. Mon fils avait mis sa cravate bleue, celle que j'avais choisie pour son mariage. Ces petits détails m'ont frappé comme des coups au ventre. Ils portèrent des cadeaux de leur père, tout en s'apprêtant à témoigner contre lui. Le juge était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes à monture épaisse et un visage fatigué. Il avait sans doute vu défiler des centaines de couples comme nous, des milliers de rêves brisés, des millions de reproches et de récriminations. Pour lui, nous n'étions qu'un dossier parmi d'autres. L'audience a commencé. Maître Delorme a pris la parole en premier, exposant la demande d'Isabelle. Il parlait d'une voix suave, choisissant ses mots avec soin. Il a évoqué les sacrifices d'Isabelle, sa dévotion au foyer, son renoncement à sa propre carrière. Il a parlé de mon absence émotionnelle, de ma froideur, de mon incapacité à répondre aux besoins affectifs de ma femme. Pendant tout ce temps, j'écoutais sans broncher. Je regardais Isabelle, assise à côté de son avocat, hochant la tête à chaque accusation. Je regardais mes enfants, installés derrière elle, évitant soigneusement de croiser mon regard. Quand l'avocat a eu terminé, le juge s'est tourné vers moi. « Monsieur Bonnard, avez-vous quelque chose à dire ?» C'était le moment où j'aurais pu me défendre, contester ses accusations, exposer ma propre version des faits, le moment où un homme normal aurait crié à l'injustice. Je n'ai rien fait de tout cela. « Non, monsieur le juge, ai-je répondu d'une voix calme.
J'accepte les termes proposés par mon épouse. Un murmure a parcouru la salle. Même le juge a semblé surpris. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, comme pour s'assurer que j'avais bien compris la question. « Vous êtes certain, monsieur Bonnard? Vous renoncez à toute contestation? » « Je suis certain, ai-je confirmé. Isabelle n'a pas pu retenir un sourire, ce sourire triomphant, ce sourire de victoire, ce sourire qui disait « Je savais qu'il n'avait pas le courage. » « Très bien, » a dit le juge. « Dans ce cas, nous allons procéder à la signature des documents. » Maître Delorme m'a sorti une liasse de papiers, des formulaires officiels, des déclarations, des renonciations, tout ce qu'Isabelle voulait, la maison, les économies, ma part de la pension, tout. Isabelle s'est approchée de moi, avec les documents. Elle les a posés sur la table devant moi, un par un, en indiquant où je devais signer. Ses mains étaient manucurées, ses ongles peints en rouge sombre. Des mains qui n'avaient jamais connu le travail manuel, jamais porté les stigmates de l'effort. Je regardais ses mains, pointer les lignes, où je devais apposer ma signature, et je pensais à mes propres mains, calleuses, marquées par des décennies de travail, ces mains qui avaient réparé des fuites, changé des pneus, monté des meubles, ces mains qui avaient bercé mes enfants, caressé les cheveux de ma femme, construit cette vie qu'elle voulait maintenant me voler. « Signe tout, tu n'auras rien », a-t-elle chuchoté pour que seul moi puisse l'entendre. Sa voix était glaciale, triomphante. Elle savourait ce moment. 37 ans d'attente, et enfin, elle allait se débarrasser du fardeau que je représentais pour elle. J'ai sorti mon stylo spécial, celui à l'encre effaçable. Ma main ne tremblait pas. Mon visage restait impassible. À l'intérieur, mon cœur battait à tout rompre, mais rien ne transparaissait. Des années à encaisser les humiliations en silence m'avaient appris à contrôler mes émotions. J'ai signé le premier document. L'encre bleue coulait sur le papier, formant les lettres de mon nom. Cette encre qui, dans quelques dizaines d'heures, n'existerait plus. Puis le deuxième, puis le troisième, page après page, signature après signature. Ma main était parfaitement stable, mon visage impassible. Isabelle me regardait signer avec une satisfaction à peine dissimulée. Gérard souriait. L'avocat rangeait déjà ses papiers, l'affaire étant manifestement pliée. Marc et Sophie échangeaient des regards soulagés. Quand j'ai eu terminé, j'ai reposé le stylo et je me suis levé. « Monsieur le juge, ai-je dit, j'ai un document à vous remettre. » Le silence s'est fait dans la salle. Isabelle a froncé les sourcils. L'avocat s'est figé. « Un document ?» a répété le juge. « Oui, des informations qui pourraient intéresser le tribunal. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous les transmettre. » J'ai sorti l'enveloppe de ma poche et je l'ai tendue au greffier qui l'a apportée au juge. Isabelle s'est levée d'un bond. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait ?» Maître Delorme a posé une main sur son bras pour la calmer, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Quelque chose ne se passait pas comme prévu. Le juge a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire. D'abord rapidement, en parcourant les pages, puis plus lentement, revenant en arrière, relisant certains passages. Son visage, d'abord impassible, s'est durci progressivement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour nous. Il a levé les yeux vers Isabelle, puis vers moi, puis à nouveau vers les documents. « Madame Bonnard, » a-t-il dit lentement, « pouvez-vous m'expliquer ce que sont la SCI Montvers, la SARL Horizon Méditerranée et la holding Westland Capital basée au Luxembourg ?» Isabelle est devenue blanche.
Je l'ai vu vaciller, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Je ne vois pas de quoi vous parlez, a-t-elle balbutié. Le juge a feuilleté les documents. Ses relevés bancaires indiquent des transferts réguliers vers ces sociétés depuis 15 ans. Des revenus locatifs non déclarés. Des plus-values immobilières dissimulées. Selon ces documents, le montant total de la fraude fiscale s'élèverait à plusieurs millions d'euros. « C'est faux !» a crié Isabelle. « Il a tout inventé. C'est lui qui a fabriqué ces documents. » « Ces documents portent votre signature, madame, » a répondu le juge froidement, « ainsi que celle de votre frère, maître Gérard Fontaine, notaire de profession, si je ne m'abuse. » Gérard avait perdu toute couleur. Il se tenait immobile, les mains crispées sur le dossier de la chaise devant lui, comme s'il avait besoin de ce support pour ne pas s'effondrer. Le juge a posé les documents et a pris le téléphone sur son bureau. « Faites entrer les officiers de la police judiciaire, s'il vous plaît. Les minutes qui ont suivi resteront gravées dans ma mémoire pour toujours. » 2 policiers en civil sont entrés dans la salle. Le juge leur a remis les documents et leur a expliqué la situation. Puis il s'est tourné vers Isabelle. « Madame Bonnard, ces documents révèlent des éléments suffisamment graves pour justifier l'ouverture immédiate d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée. Je vous informe que vous êtes placée en garde à vue. Non, non, ce n'est pas possible. » Isabelle regardait autour d'elle, cherchant du soutien, une issue, quelque chose. « Gérard, fais quelque chose. » Mais Gérard ne bougeait pas. Il savait que son nom était sur ces documents. Il savait que sa propre carrière venait de s'effondrer. « Maître Fontaine, » a ajouté le juge, « je vous conseille de contacter un avocat. Vous serez probablement entendu dans les jours qui viennent dans le cadre de cette affaire. » Les policiers se sont approchés d'Isabelle. L'un d'eux lui a passé les menottes, pendant que l'autre lui lisait ses droits. Elle pleurait maintenant, de grosses larmes qui traçaient des sillons noirs sur ses joues maquillées. « Serge !» m'a-t-elle crié. « Serge, comment as-tu pu me faire ça ?» Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à lui dire. Tout avait été dit, ou plutôt, tout avait été fait. Ils l'ont emmenée. Elle est passée devant Marc et Sophie, qui la regardaient avec des yeux écarquillés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Leur mère, cette femme qu'ils avaient défendue si ardemment contre leur père, emmenée par la police sous leurs yeux. « Papa » a dit Marc d'une voix blanche. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» J'aurais voulu lui expliquer. J'aurais voulu lui dire que leur mère les avait manipulés, qu'elle m'avait volé, trahi, qu'elle avait construit sa fortune sur le mensonge et la fraude. J'aurais voulu qu'ils comprennent que je n'avais pas eu le choix, que c'était ma seule façon de me défendre contre quelqu'un de plus puissant que moi. Mais les mots ne sont pas venus. Pas à ce moment-là, pas devant le juge, les avocats, les policiers. L'audience est terminée, a annoncé le juge. Compte tenu des éléments nouveaux, la procédure de divorce est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les documents signés aujourd'hui seront versés au dossier pour examen. Les documents signés. J'ai failli sourire. Dans 48 heures, ces signatures auraient disparu. Isabelle aurait non seulement perdu sa fortune illégale, mais aussi tout ce qu'elle avait essayé de me prendre. Je suis sorti du tribunal seul. Marc et Sophie étaient restés à l'intérieur, probablement pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, pour parler à l'avocat, pour appeler des connaissances qui pourraient aider leur mère. Sur les marches du tribunal, j'ai respiré profondément. L'air de novembre était froid, piquant, mais il m'a semblé plus pur que tout l'air que j'avais respiré ces dernières semaines. Je n'avais pas gagné, pas vraiment. Ma famille l'était brisée. Mes enfants me regardèrent probablement comme un monstre.
Mon mariage était définitivement terminé, et pas de la façon dont j'aurais voulu qu'il se termine. Mais j'avais survécu, j'avais préservé ma dignité, et j'avais prouvé quelque chose à moi-même, que je n'étais pas le lâche qu'Isabelle croyait, que je n'étais pas l'homme sans courage qu'elle décrivait, que même à 60 ans, même seul contre tous, je pouvais encore me battre. Mon père avait raison. L'honnêteté est une arme. Et parfois, c'est la seule arme qui reste aux gens ordinaires comme moi. Les jours qui ont suivi l'audience ont été étranges. Un mélange de soulagement et de vide, comme après une longue maladie. Le pire était passé, mais les séquelles étaient loin d'être guéries. Je marchais dans les rues comme un somnambule. Les sons me parvenaient étouffés. Les couleurs semblaient délavées. Je mangeais parce qu'il fallait manger. Je dormais parce qu'il fallait dormir. Mais rien ne semblait réel. J'avais gagné, techniquement. Mais qu'avais-je gagné, au juste? Le droit de ne pas être dépouillé? C'était maigre comme victoire. Le premier soir après l'audience, je me suis retrouvé seul dans la maison. Isabelle était en garde à vue. Les enfants étaient repartis sans un mot. Et moi, je déambulais dans les pièces vides, touchant les objets familiers, comme pour m'assurer qu'ils existaient encore. Dans la cuisine, j'ai trouvé la tasse préférée d'Isabelle, celle avec les roses peintes qu'elle utilisait chaque matin pour son café. Je l'ai prise dans mes mains, je l'ai regardée longtemps, puis, sans vraiment comprendre pourquoi, je l'ai jetée contre le mur. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. Le bruit m'a fait sursauter, comme si quelqu'un d'autre l'avait fait. Je suis resté là, au milieu des éclats de porcelaine, à trembler comme une feuille. C'est la seule fois où j'ai perdu le contrôle. Après cela, j'ai ramassé les morceaux, j'ai tout nettoyé et j'ai décidé qu'il était temps de partir. J'ai quitté la maison le lendemain. Pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que je ne supportais plus d'y vivre. Chaque pièce, chaque meuble, chaque objet me rappelait une vie qui n'existait plus. Une vie qui peut-être n'avait jamais vraiment existé. J'ai trouvé un petit appartement en location près de la gare. 2 pièces, une cuisine minuscule, une vue sur les voies ferrées. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était propre, c'était tranquille, et c'était à moi. Personne ne pouvait me le prendre. La première nuit dans ce nouveau chez moi, je n'ai pas dormi. Pas à cause de l'inconfort ou du bruit des trains, non. Je n'arrivais pas à dormir parce que, pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. L'appartement était vide, à l'exception d'un matelas que j'avais acheté d'occasion et d'une valise contenant mes vêtements. Les murs étaient blancs, sans tableau ni photo. La cuisine n'avait qu'une casserole et 2 assiettes. Mais c'était mon espace, mon refuge. Le lendemain, j'ai commencé à m'installer, petit à petit, avec les moyens du bord. Une table trouvée dans un vide-grenier, 2 chaises récupérées devant un immeuble en rénovation, une lampe achetée dans un magasin discount. Chaque objet avait une histoire, une valeur que les choses neuves et chères n'ont pas. J'ai accroché au mur la seule photo que j'avais emportée de l'ancienne maison, celle de mes parents le jour de leur mariage. Mon père en costume trop grand, ma mère en robe blanche, tous deux souriant devant la mairie de leur village. Chaque matin, en me levant, je regardais cette photo et je me souvenais d'où je venais. Les nouvelles d'Isabelle me parvenaient par bribes. Elle avait été relâchée après 48 heures de garde à vue, mais placée sous contrôle judiciaire. Son passeport avait été confisqué, ses comptes bancaires gelés. L'enquête était en cours, et selon les premiers éléments, elle risquait plusieurs années de prison pour fraude fiscale aggravée. Gérard
avait été convoqué par la Chambre des notaires. Sa participation au montage financier de sa sœur constituait une faute professionnelle grave. Il risquait la radiation, voire des poursuites pénales, en tant que complice. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de se défendre, qu'il avait prétendu n'avoir fait que suivre les instructions de sa sœur sans vraiment comprendre ce qu'il faisait. Personne ne l'a cru. Un notaire qui ne comprend pas ce qu'il signe. C'était risible. La dernière fois que je l'ai aperçu, c'était par hasard, dans une rue du centre-ville. Il marchait vite, le col relevé, comme s'il voulait se cacher. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde. J'ai vu de la honte dans ses yeux. Et de la haine aussi, probablement. Je ne lui en veux pas vraiment. Il était le frère d'Isabelle avant d'être mon beau-frère. Il a choisi son camp, comme tout le monde dans cette histoire. Le problème, c'est qu'il a choisi le mauvais. La maison, bien sûr, n'avait pas été vendue. Comment aurait-elle pu l'être avec tous les comptes gelés et une enquête en cours? Les acheteurs parisiens s'étaient désistés dès qu'ils avaient appris la situation. Quant aux documents que j'avais signés, ils étaient devenus exactement ce que j'avais prévu. Du papier vierge. L'encre avait disparu en moins de 60 heures, ne laissant aucune trace de mes prétendues renonciations. Quand l'avocat d'Isabelle avait voulu les produire comme preuve, il n'avait trouvé que des pages blanches. Il avait cru à une erreur, un problème de photocopie. Personne n'avait pensé au stylo. Mes enfants ne m'ont pas parlé pendant les premières semaines. Je les comprenais. Leur monde venait de s'effondrer. La mère qu'ils avaient défendue était une fraudeuse. Le père qu'ils avaient abandonné était celui qui avait révélé la vérité. Comment aurait-il pu digérer tout cela en quelques jours? Le premier contact est venu de Marc, environ un mois après l'audience. Un message sur mon téléphone, court et hésitant. « Papa, est-ce qu'on peut se voir ?» Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez lui. Il avait l'air fatigué, vieilli. Les événements l'avaient marqué. Ses cheveux, que je me souvenais toujours bruns et épais, avaient blanchi sur les tempes. Ses yeux portaient les cernes de quelqu'un qui ne dort pas bien. Pendant longtemps, nous n'avons pas parlé de l'audience, ni de sa mère. Nous avons parlé de Léa et Thomas, de son travail, de la pluie qui tombait ce jour-là. Des sujets neutres, inoffensifs. La serveuse nous a apporté nos cafés, et nous avons bu en silence, comme deux étrangers qui partagent une table par hasard. J'observais mon fils, ce garçon que j'avais porté sur mes épaules, à qui j'avais appris à nager, avec qui j'avais construit des cabanes dans le jardin. Il était devenu un homme, un père lui-même, et pourtant, à cet instant, je voyais encore le petit garçon qui me demandait de vérifier s'il n'y avait pas de monstre sous son lit. Puis, alors que nos tasses étaient presque vides, Marc a levé les yeux vers moi. « Papa, je suis désolé, » a-t-il dit. « Je n'aurais pas dû prendre son parti sans t'écouter. » Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. J'ai vu ses mains trembler autour de sa tasse. J'ai senti ma gorge se serrer. Ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû me poser des questions. J'aurais dû me demander comment maman pouvait avoir autant d'argent alors qu'elle n'avait jamais travaillé. J'aurais dû te faire confiance. Marc, ai-je dit doucement, tu es mon fils. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon fils. Et je t'aime. Ça ne changera jamais. Il a baissé la tête et j'ai vu ses épaules trembler. Mon fils de 42 ans, cet homme sérieux et posé, pleurait dans un café en face de son père. Je me suis levé et je l'ai pris dans mes bras. Pour la première fois depuis des mois, depuis des années peut-être, j'ai serré mon fils contre moi. Et nous sommes restés là, deux hommes qui pleuraient dans un café de Lyon, indifférents au regard des autres clients.
Sophie a mis plus longtemps à revenir. Elle était plus proche de sa mère, plus influencée par elle aussi. Ce n'est que 3 mois après l'audience qu'elle m'a envoyé une carte postale. Pas un message, pas un appel. Une carte postale de Paris, avec juste quelques mots. Joyeux anniversaire, papa. C'était mon anniversaire. Je l'avais presque oublié. 61 ans. Un nouveau départ. Cette carte, je l'ai gardée. Elle est posée sur ma table de nuit, à côté de la photo de mes petits-enfants. Elle ne dit pas grand-chose, mais pour moi, elle dit tout. Sophie n'était pas prête à pardonner, pas encore. Mais elle n'avait pas oublié son père. Aujourd'hui, 6 mois après les événements, ma vie a trouvé un nouveau rythme. Un rythme plus lent, plus calme, mais aussi plus authentique. Je vis toujours dans mon petit appartement, près de la gare. J'ai fini par m'y attacher. Le bruit des trains, que je trouvais insupportable au début, est devenu une sorte de berceuse. Il me rappelle que le monde continue à tourner, que les gens vont et viennent, que la vie ne s'arrête jamais. Marc vient me voir tous les 15 jours, souvent avec Léa et Thomas. Les enfants adorent mon appartement. Ils trouvent amusant que papy vive si près des trains. Nous passons des après-midi entiers à regarder les TGV passer, à compter les wagons, à inventer des histoires sur les voyageurs. Léa a 8 ans. Elle me ressemble, disent les gens. Le même front large, les mêmes yeux clairs. Elle aime que je lui raconte des histoires, pas celles des livres, non, des vraies histoires de quand son papa était petit. Je lui parle des cabanes que nous construisions dans le jardin, des parties de pêche au bord de la rivière, des étés où nous partions camper tous les 4 dans le Midi. Thomas a 5 ans. C'est un petit garçon turbulent, toujours en mouvement, toujours à poser des questions. Pourquoi les trains font du bruit? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi papy vit tout seul? Cette dernière question, il me l'a posée une fois, avec cette innocence terrible des enfants qui ne savent pas encore qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas vraiment répondre. Parce que parfois, les grandes personnes font des erreurs, ai-je dit. Et quand on fait des erreurs, il faut accepter les conséquences. Il m'a regardé gravement, comme s'il comprenait quelque chose de profond. Puis, il m'a serré dans ses bras, et il est retourné jouer avec ses trains. Ces moments avec mes petits-enfants sont ce que j'ai de plus précieux maintenant. Plus que l'argent, plus que la maison, plus que tout ce qu'Isabelle a essayé de me prendre. Parce que l'amour d'un enfant, ça ne se vole pas, ça se mérite. Sophie m'a finalement appelé le mois dernier. Une conversation courte, maladroite, pleine de silence. Mais c'était un début. Elle viendra peut-être me voir cet été. Je n'insiste pas. Je lui laisse le temps dont elle a besoin. Isabelle passe en jugement dans 3 mois. D'après ce que j'ai entendu, elle risque une peine de prison ferme, même si son avocat négocie pour un aménagement. La fortune qu'elle avait amassée a été saisie. Les appartements, les sociétés, les comptes offshore, tout a été confisqué par l'État. Gérard a été radié de l'ordre des notaires. Il travaille maintenant comme conseiller juridique pour une petite entreprise, loin de Lyon, loin de tout ce qu'il connaissait. Sa réputation, qu'il avait mis des décennies à construire, s'est effondrée en quelques semaines. Je ne ressens pas de joie à leur malheur. Comment le pourrais-je? Isabelle a fait qu'était ma femme pendant 37 ans. Gérard a été mon beau-frère. Nous avons partagé des repas de famille, des vacances, des moments de bonheur. Le fait qu'ils aient choisi de me trahir ne efface pas ces souvenirs. Mais je ne ressens pas non plus de culpabilité. Ce qui leur arrive, ils se le sont infligé eux-mêmes. Je n'ai fait que révéler la vérité. Une vérité qu'ils avaient soigneusement cachée pendant des années.
profitant de leur fortune illégale pendant que je comptais chaque centime. Parfois, le soir, quand le soleil se couche sur les toits de Lyon et que les trains ralentissent pour entrer en gare, je repense à cette phrase de mon père. L'honnêteté, ce n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Il avait raison, bien sûr, mais il avait oublié de mentionner quelque chose. L'honnêteté, c'est aussi un choix. Le choix de rester droit quand tout le monde vous pousse à vous courber. Le choix de dire la vérité quand le mensonge serait tellement plus facile. Le choix de se regarder dans le miroir chaque matin et de ne pas baisser les yeux. Je pense souvent à ce que ma vie aurait pu être si j'avais simplement accepté, si j'avais signé les vrais documents, si j'avais pris mes 6 mois de salaire, comme Isabelle le proposait si généreusement, si j'étais parti sans faire de vagues. J'aurais probablement vécu dans un studio encore plus petit. J'aurais compté chaque centime jusqu'à la fin de mes jours, mais j'aurais gardé mes enfants, peut-être. J'aurais évité le scandale. Aurais-je été plus heureux? Je ne le pense pas, parce que j'aurais su, au fond de moi, que j'avais laissé l'injustice triompher, que j'avais baissé les bras devant quelqu'un qui ne le méritait pas, que j'avais trahi mes propres valeurs par lâcheté. Non, le prix a été élevé, c'est vrai, mais certaines choses ne peuvent pas s'acheter. La dignité en fait partie. J'ai fait ce choix. Et même si le prix a été élevé, même si j'ai perdu beaucoup en chemin, je ne regrette rien, parce qu'au bout du compte, j'ai gardé la seule chose qui compte vraiment, ma dignité. Si cette histoire vous parle, si elle résonne avec quelque chose dans votre propre vie, je voudrais vous dire ceci. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vous êtes sans valeur. Ne laissez jamais personne vous dépouiller de ce que vous avez légitimement construit. Et ne laissez jamais personne vous faire croire que la patience est une faiblesse. La patience est un outil. L'outil de ceux qui savent attendre le bon moment. L'outil de ceux qui comprennent que la précipitation est l'ennemi de la justice. L'outil de ceux qui, comme moi, ont appris que les batailles les plus importantes ne se gagnent pas dans la fureur, mais dans le silence. Isabelle pensait avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle pensait pouvoir me prendre tout ce que j'avais, tout en gardant sa fortune secrète. Elle pensait que j'accepterais, que je baisserais la tête, que je la laisserais faire. Elle s'est trompée, et maintenant, c'est elle qui n'a plus rien. Je ne lui souhaite pas de mal, vraiment. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la vie a parfois une façon bien à elle de rétablir l'équilibre, que la vérité finit toujours par éclater, même quand on croit l'avoir enterrée si profondément que personne ne la trouvera jamais. Ma vie n'est pas parfaite. Mon appartement est petit, ma pension modeste, ma famille en lambeaux. Mais chaque matin, quand je me réveille au son des trains, je sens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la paix. La paix de celui qui a fait ce qui était juste. La paix de celui qui a dit la vérité. La paix de celui qui, même à 60 ans, même seul contre tous, a trouvé le courage de se battre. Et cette paix-là, personne ne pourra jamais me la prendre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve similaire, quelqu'un qui se sent seul face à l'injustice de sa propre famille, partage cette histoire avec lui. Parce que personne ne devrait avoir à se battre seul. Et parce que parfois, savoir que d'autres ont survécu donne la force de continuer. Ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est un nouveau chapitre, et les meilleurs chapitres, souvent, sont ceux qu'on écrit après avoir traversé la tempête. La vie continue, les trains passent, et moi, Serge Bonnard, 61 ans, je suis toujours là, debout,
enfin libre.